d'abord le mettre là. Je vais essayer de... Hop. Ça marche? Oui, parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous donc, pour ce débat. La démocratie est-elle soluble dans l'Internet? Qu'est-ce que nous font les médias sociaux? Comment on les appelle? Comment est-ce que l'usage des données affecte le débat politique? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Comment est-ce qu'on peut en sortir aussi? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mais pour commencer, le réalisateur et journaliste Thomas Huchon va s'exprimer pendant quelques minutes. C'est donc lui qui signe ce Unfair Game, pas franchement rassurant. Bien, bonsoir à tous. Déjà, je tiens personnellement à vous remercier d'être tous présents, à remercier le festival d'avoir choisi de projeter ce film. Et vous dire mon émotion personnelle, c'est la première projection publique de ce documentaire qui est sorti en juin 2017 sur la plateforme Spicy, qui est un nouveau média qui fait du documentaire et de l'information uniquement en vidéo. Je crois qu'au tout début, quand on commence une enquête, on ne sait jamais très bien là où ça va nous mener. Il se trouve que dans cette enquête-là, je ne pensais pas du tout découvrir l'existence de telles techniques de manipulation de l'opinion. J'avais pas du tout conscience de ça. Et je crois que si j'avais qu'un seul souhait, c'est peut-être que ce film et que tous les gens qui ont participé à faire ce film, moi je suis là tout seul aujourd'hui devant vous, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faire un film, et il n'y a pas que les techniciens qui le font, il y a aussi tous ceux qui acceptent de prendre du temps pour nous expliquer les problématiques. Mais si je pouvais peut-être formuler un souhait ce soir, avant de laisser la place à ce débat qui, je vous le garantis, va être fascinant, c'est que on oublie trop souvent que quand on est dans l'univers d'Internet, qui est un univers virtuel, eh bien cet univers peut devenir réel. On oublie que quand on utilise des services gratuits, eh bien le produit c'est nous. Et on a bien conscience que des techniques marketing sont utilisées dans cet esprit-là. Je ne crois pas qu'on avait mesuré qu'on pouvait s'en servir de manière politique. Et je crois que ça doit être peut-être pas un message systématiquement négatif. Bien entendu qu'il faut une prise de conscience et qu'il faut changer les choses pour pas que ces techniques puissent être utilisées à l'avenir. Mais je voudrais pas que ce film soit un film pessimiste. Je crois que la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut défendre tous les jours. C'est un processus qu'on a l'impression de vivre et qui est là pour toujours. Mais en fait, non. Il faut le défendre. Il faut le défendre face à toutes les bouleversations qu'elle peut subir. La technologie, comme l'explique très bien Carole Cadwalader dans le film, eh bien, c'est après la musique, après le cinéma, après les médias, la nouvelle industrie, comme elle dit, qui a été disruptée par l'univers de la technologie. La politique, c'est la seule chose que nous avons tous en commun. Et je crois qu'il faut qu'on le conserve de cette manière-là, il faut qu'on le protège. J'espère que ce film aura levé un voile pour vous, qui vous aura intéressé. Et peut-être que si vous avez des questions à la fin, je pourrai répondre. Je laisse la place aux panélistes. Merci beaucoup Thomas. On aura évidemment le temps, on prendra le temps de discuter de tout ça, et avec les panélistes, et avec Thomas Huchon, et avec Sylvain Gisler d'Opération Libéraux qui nous rejoindra aussi à la fin. Merci beaucoup. Je vais demander donc à nos 3 intervenants de me rejoindre. Hop, je vais plutôt me mettre là. Donc par ordre d'apparition, Paul-Olivier Dehaye, mathématicien, cofondateur de personaldata.io, qui est un service qui vise à aider les internautes à reprendre le contrôle de leurs données. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Evgeny Morozov, chercheur, essayiste, auteur de The Net Delusion, qui, à ma connaissance, n'a pas eu de traduction française.
Non, il n'est pas traduit, mais qui abordait la question de l'usage des nouvelles technologies dans les régimes autoritaires et qui était un contrepoint au discours techno-optimiste de l'époque, pour résumer, et également auteur d'un ouvrage plus récent qui, lui, a été traduit en français et qui s'appelle « Pour tout résoudre, cliquez ici ». Et puis enfin, Ivan Krastev, politologue, chercheur à l'Institut des sciences humaines de Vienne et directeur du Center for Liberal Strategies de Sofia. Je vais commencer en vous demandant peut-être ce que vous inspire ce documentaire, est-ce que vous inspire cet écosystème Mercer, si on peut dire, qui s'appuie à la fois sur un média, ça s'est beaucoup vu, le rôle de Breitbart News, mais qui s'appuie aussi donc sur cette entreprise Cambridge Analytica qui s'est fait une spécialité du micro-ciblage électoral. Peut-être, on va peut-être commencer par vous, Ivan Krastev. En général, les gens commencent à moi parce que c'est moi qui connais le moins en technologie. Mais c'est un film très intéressant. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'histoires lorsqu'on en parle de technologie. Racontons l'histoire des fake news. En 1924, une semaine avant les élections parlementaires en Grande-Bretagne, l'un des journaux populaires les plus conservateurs a publié une lettre qui était une lettre du leader de l'Internal communiste Zinoviev. C'était un message aux communistes dans le Parti travailliste. Et le Parti travailliste a perdu les élections. Ils étaient sûrs que c'était à cause de cette fausse nouvelle. Ils avaient perdu les élections. Quelques années après, un historien, Epi Taylor, britannique très connu, a démontré que ce n'était pas à cause de la lettre de Zinoviev qu'ils avaient perdu les élections, mais c'est parce qu'à cause de la lettre de Zinoviev qu'il y a eu les prochaines élections, et ils n'ont jamais compris pourquoi ils ont perdu. Et c'est la question que j'aimerais poser. Mercer était une histoire sur la technologie et sur la façon dont fonctionnait la technologie. Il y avait un micro-ciblage aussi de l'autre côté. Et de ce point de vue, si vous retournez à 2012, vous allez lire un livre qui s'appelle Victory Lab. Et c'est quelque chose de très semblable que ce livre raconte. Comment le micro-ciblage s'attaquait à des petites circonscriptions dans des États clés a décidé de l'élection de Obama. Donc, de ce point-là, ce que je pense, c'est de ne pas simplement tout de suite entrer dans une théorie de la conspiration. C'est le type qui l'a fait. À l'évidence, il se passe quelque chose au niveau politique de façon générale et cela change la donne pour tout le monde. Et de ce point de vue, si on croit que c'était l'algorithme qui a donné le résultat des élections, alors on peut reprendre l'exemple du Parti travailliste en Grande-Bretagne. C'est effectivement une vraie question. Quel est l'impact exact de ces technologies dans le résultat d'une élection? C'est extrêmement difficile à mesurer. Evgeny Morozov, vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Justement, à votre sens, est-ce que effectivement ça a pu jouer un rôle? Si oui, lequel? Ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être des causes sociales plus profondes? Parce que l'électorat trumpiste n'est pas non plus sorti de terre soudainement. Je dois m'excuser, mais je vais m'exprimer en anglais parce que c'est un peu plus simple pour moi. Je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes importants qu'on a vus dans ce film. Très souvent, on publie dans les analyses du public avec pour corollaire les fake news, il y a une chose. Tout d'abord, qui est très clair, c'est le micro-ciblage qui se repose sur les données et sur les différentes façons dont fonctionne notre économie. Et je pense que tout le monde le fait. Les entreprises le font, le Pentagone le fait, le département d'État le fait, les partis politiques. Il faudrait être fou pour ne pas le faire parce que lorsqu'on participe à une campagne politique actuellement. Jusqu'à quel point c'est légal ou non selon la loi américaine ou européenne, mais je pense que ça ne sert à rien de montrer du doigt Trump et de dire voilà, t'as
a fait ça, personne d'autre le fait. Tout le monde le fait. Ensuite, il y a une deuxième couche à tout cela, et c'est il y a beaucoup de journalistes, lorsqu'ils parlent de politiciens, qui utilise certains arguments au niveau politique, et Breitbart en a fait de même. Je pense que les deux, il y avait un reportage de Breitbart qui disait sur Trump disant que 800 000 immigrants illégaux ont voté aux élections et ont changé les résultats. Quelqu'un d'autre a dit, voilà, Hillary Clinton a des comportements criminels, si je ne me trompe pas. Donc, ce ne sont pas des fake news selon ma définition, ce sont des reportages tout à fait fidèles sur ce que Trump a dit et aussi le résultat de certaines recherches, d'autre part. Donc, on peut dire que tout journaliste qui fait du journaliste d'investigation ajouterait que ce que Trump a dit n'était pas tout à fait précis. Mais cela ne s'est pas produit. Et cette recherche, ce qui prétend des choses sur Hillary Clinton, n'est pas tout à fait correct. Mais lorsqu'on ne prend pas la peine de souligner cela, on a juste présenté ça comme des réalités. Voilà, le résultat monte, Breitbart qui affirme les choses. Le journalisme qui tord un petit peu certaines normes éthiques et qui a un angle de vue étroit. Donc, Trump n'est pas tout à fait responsable, quelle que soit la position, pro-immigration, contre-immigration. Ensuite, il y a troisième catégorie qui est vraiment la fabrication, à proprement parler, de fake news, des histoires qui sont faites dans l'intention de fournir des informations erronées pour gagner du trafic en termes de publicité. Et on a découvert que ça se produisait, et donc les hommes politiques ont découvert que c'était possible, et ils en utilisent. Et si on regarde avec précision, on trouverait aussi à la gauche, dans la gauche, des gens qui font la même chose. Mais je pense qu'on se rend un très mauvais service si on fait la collusion de ces trois phénomènes en disant voilà, et si nous ne regardons pas les nuances qu'il y a entre les trois. Parce que si on les analyse séparément, certains d'entre eux, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, pas seulement, c'est pas spécifique à Mercer, à Breitbart ou à Trump. Ces hommes ont été pionniers dans certains domaines, mais dans l'ensemble, je suis réticent à reconnaître que c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel qui est en train de se produire. Toutes ces techniques ont été utilisées depuis des décennies, bien sûr. Maintenant, elles ont été évidemment utilisées avec beaucoup de données personnelles qui ont été rassemblées, mais il ne faut pas pointer du doigt Mercer en disant c'est lui qui est responsable de l'élection de Trump. Je ne considère pas que c'est une innovation. Et si c'est une innovation qu'il faut pondérer avec tous les autres facteurs qui ont contribué à la victoire de Trump. Est-ce que ça va poser des problèmes? Est-ce que ça posera des problèmes plus tard? Je ne suis pas convaincu par l'histoire en disant que Trump est différent. Et jusqu'à quel point est-ce que tout ça, c'est faux, vraiment? Alors, Paul-Olivier Dehaye, qu'est-ce qu'il y a finalement de particulier dans le travail que fait Cambridge Analytica? Ivan Krastev disait tout à l'heure, effectivement, le micro-ciblage électoral, c'est quelque chose, y compris qui a été utilisé par Obama. On l'a vu d'ailleurs arriver en France. Moi, je me souviens, j'avais travaillé sur l'apparition de la fameuse plateforme Nation Builder que tous les politiques français s'accaparaient, de Jean-Luc Mélenchon à François Fillon, et qui visait précisément à faire ça, c'est-à-dire à affiner l'électorat, à le découper finalement en petits morceaux pour être plus efficace. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que fait Cambridge Analytica et en quoi est-ce que c'est un problème de votre point de vue?
Alors, particulier, il y a plusieurs entreprises qui font des choses similaires. Si on veut comparer à ce qui se faisait en 2008, en 2012 avec Obama, effectivement, l'échelle à laquelle ça se fait est beaucoup plus grande. Donc, il y a apparemment, Cambridge Analytica avait 58 millions de profils américains sur Facebook. Donc, c'est vraiment une nouvelle échelle de données, une nouvelle échelle de précision. Il y a aussi un autre aspect sur la transparence qui est que, au fur et à mesure que nos outils s'améliorent, on n'a plus besoin des grosses équipes de campagne au niveau technique pour faire du ciblage précis. Donc l'équipe de campagne de Trump était extrêmement réduite. Il consistait de quelques personnes, de 6 personnes de Cambridge Analytica par exemple, dans les bureaux de campagne de Trump. Donc ça n'encourage pas la transparence sur tout le processus démocratique. Je suis d'accord avec donc une autre manière de voir la campagne électorale américaine, c'est de voir ça comme un échec des personnes du côté de Clinton qui faisaient exactement la même chose. Donc ça c'est tout à fait vrai. Mais sur la différence, je pense qu'il y a un argument ou un élément qui est différent et qui est très peu souligné, c'est l'interaction entre le ciblage publicitaire et les mécanismes d'amplification des plateformes elles-mêmes. Donc c'est le rôle que Facebook finit par jouer, donc pour prendre un exemple, Facebook finit par jouer pour amplifier le ciblage, pour le rendre plus précis et pour aussi finalement privilégier certains candidats plutôt que d'autres, de par les mécanismes de pricing, des publicités, etc., encourager les candidats qui génèrent un certain type d'engagement autour des contenus qui vont pousser dans une campagne électorale, des comportements plus primitifs, plus instinctifs autour du partage de contenu, qui n'encouragent pas forcément la réflexion, qui n'encouragent pas forcément un débat démocratique, mais plus l'impulsion, en gros. Parce que ça nous maintient sur les plateformes, ce qui est dans leur intérêt commercial, et c'est évidemment ça qu'ils cherchent à optimiser. Donc il y a ce rôle, ce mécanisme de feedback qui est extrêmement important entre le ciblage et les intérêts des plateformes elles-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment nouveau de par l'échelle, de par. Je présente d'habitude ça comme un stress test, un test de stress sur les plateformes qui a lieu tous les 4 ans. Et ici, c'était à une échelle qui était différente d'avant. Oui, je crois avoir vu passer récemment sur Slate, je crois, un article dont le titre était le Facebook a été utilisé tel que ça devait finalement être utilisé. Evgeny Morozov, est-ce qu'on a là une espèce de démonstration effectivement de plus en plus claire que ces gros silos, ces grandes plateformes construites sur l'exploitation des données personnelles ont des mécanismes technologiques qui peuvent être utilisés à toutes les fins possibles, y compris l'influence politique, mais comme vous le disiez, tout comme dans des perspectives purement commerciales. Well, I mean, look, again, we should not minimize. Il ne faudrait pas minimiser le dommage potentiel de cet écosystème qui a surgi et qui est étayé par tous ces géants des médias comme Facebook ou bien Google. Pas seulement dans le cas de cette élection où je pense qu'ils n'ont pas joué un rôle aussi important comme les médias semblent vouloir le faire penser, mais bien sûr qu'il y a tous ces effets négatifs sur les discussions, sur l'immigration, la religion, la tolérance, etc. Il est clair que maintenant, on opère dans un environnement médiatique totalement différent où il est beaucoup plus facile pour certains messages populaires et xénophobes d'être diffusés. Et pourquoi est-ce que c'est facile de les diffuser? Parce que l'écosystème favorise la rapidité de transmission des informations. Ça se fait sans coûter très cher. Et il y a des incitations qui sont intégrées car les entreprises qui contrôlent les plateformes sont intéressées à la propagation de ces messages car c'est ainsi ils contrôlent les activités sur leur réseau. Et bien sûr qu'en fin de compte, on regarde toutes sortes de gens qui kidnappent en quelque sorte certains avis concernant le changement climatique ou autre chose. Mais il faut être un peu plus réaliste dans l'évaluation de ce qui s'est passé maintenant. Ce qui s'est produit
après 70 ou 60 ans de manipulation par toutes sortes de médias, d'ingénierie et de manipulation, tout cela, il faut le voir dans ce contexte-là, dans un contexte de tout ce qu'on a vu au cours de ces dernières années et la façon dont les élections sont menées. Et je dirais que voilà, les élections des États-Unis, de façon traditionnelle, ont toujours été une source de grande innovation. On peut dire que ce sont des innovations négatives pour les campagnes, la propagande, le ciblage. La plupart des élections ont été dans ce sens. C'est pourquoi les consultants américains voyagent à travers le monde entier et donnent leurs conseils aux leaders européens pour faire, par exemple, faire un répondant. Par exemple, le référendum de Renzi en 2006, ou bien, par exemple, aux États-Unis aussi, on connaît tout cela. Et Robert Mercer, qui sort de l'industrie des hedge funds, ce n'est pas la personne qui tout à coup a réussi à entrer dans le système électoral américain en liant des données personnelles de Facebook et autres pour pousser les gens à voter. Je pense que c'est une théorie intéressante, mais c'est un peu difficile à y croire. Il y a beaucoup plus dans ce système électoral américain que ce dont on se rend compte si on se concentre sur l'information qui est propagée dans les réseaux sociaux. Mais l'une des originalités par rapport à toutes les autres campagnes précédentes, c'est la façon dont il a travaillé. Il n'avait pas des conseillers scientifiques mais ils ne s'attendaient pas à gagner. Ils essayaient de gagner quand même. Et autour de l'été 2016, ils essayaient de gagner. Mais ils ont dépensé tout leur argent, surtout dans les publicités sur Facebook. Et ils étaient très confiants dans le fait qu'ils n'avaient pas une approche conventionnelle. Mais toutes les choses parlent de blanchiment d'argent. Et lorsqu'il y a une opération avec ma famille Mercer et toutes les entreprises qui dirigent la campagne de Trump, ça fait tout à fait sens d'avoir leurs propres entreprises pour diriger leur propre campagne. Et puis au moins, l'argent allait rester dans l'empire Mercer. C'était tout à fait logique d'utiliser les propres gens. Je vais vous donner la parole, Ivan Steph, mais avant ça, on a normalement en ligne justement avec nous une des personnes qui a enquêté sur Robert Mercer. C'est Carole Cadwallader, qu'on doit avoir par Skype. Ah, ça y est. Bonjour. Hello from London. Merci. Bonjour de Londres. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, vous arrivez pour le coup au bon moment parce qu'il y a un débat entre nos intervenants sur la spécificité finalement de l'écosystème Mercer sur lequel vous avez enquêté de Cambridge Analytica. Est-ce que finalement c'est tellement nouveau? Est-ce que c'est tellement spécifique à Trump? Est-ce que ça suffit à expliquer sa victoire? Je vais forcément vous demander votre point de vue puisque c'est votre sujet d'enquête depuis plusieurs mois maintenant. Bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de parler avec vous. Je félicite le réalisateur d'avoir fait un très très bon travail. Et je pense que je ne suis pas tout à fait la bonne personne à qui poser cette question, parce qu'il y a des gens qui en savent beaucoup plus sur le système politique américain que moi. Mais je vais essayer de répondre. C'est tellement difficile de savoir ce qu'ils ont fait avec les données dans la campagne Trump et ce qu'il y avait de spécifique, parce qu'on n'a pas accès à savoir, pour savoir qui était à l'arrière de Facebook. Et voilà, et c'est ce qui me frappe lorsque j'écoute ce débat très intéressant que vous avez, c'est qu'il y avait quelque chose de différent. Est-ce que la plateforme a été utilisée différemment que pour d'autres élections? On sait qu'il y a des indices
Mais il y a un certain nombre d'accusations qui ont été portées et on a pointé du doigt par rapport à des choses qui se seraient produites dans les plateformes de médias sociaux et Facebook. Mais ça, c'est l'angle duquel je puis vous parler. Mais pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'informations à disposition. Est-ce que j'essaye d'obtenir? On a besoin d'avoir une certaine transparence. On a besoin de plus, d'en savoir plus sur les plateformes de médias sociaux. Ivan Krastev, vous vouliez intervenir? Pour moi, c'est très important. On voit ce film très intéressant avec... il y a ce livre très populaire de Fire and Fury, Le feu et la fureur de Trump. Donc, on a une personnalité tout à fait qui sort du lot. Et on voit des mouvements tout à fait, des approches tout à fait stratégiques. On voit une campagne très disciplinée. On voit ce ciblage, ce micro-ciblage. Et je pense, je croirais plus volontiers qu'on a un candidat qui n'était pas facile qu'il n'était pas si facile de percevoir comme étant un stratège comme Mercer, parce qu'il n'a pas cette capacité à se contrôler et que tout le monde peut le contrôler, mais c'est important. On a une élection qui n'a pas eu les résultats attendus. Et je pense que ce résultat va avoir un impact très négatif à l'avenir. Mais ensuite, on a essayé de chercher quels étaient les facteurs secrets. Et c'est pourquoi j'étais très prudent par rapport à l'histoire. On essayait de trouver quelque chose qui est très technologique, qui n'est pas politique, pour expliquer ce qui s'est produit. Je ne suis pas non plus prêt à croire tout cela. Je pense qu'il y a une tendance qui est importante. Il y a plus de psychologie que de sociologie. Ensuite, on a les big data. Et lorsque l'on parle de technologie et de démocratie, on voit comment les Chinois utilisent les big data pour gouverner. Ce que fait Mercer, ce n'est pas tellement du travail de pionnier. Et deuxièmement, je pense que ce type de problèmes sont étayés par un certain nombre de choses parce que nous ne savons pas comment la démocratie fonctionne. Il y a ce livre très fameux qui s'appelle « La démocratie pour le réalisme » par deux hommes politiques de haut rang. Et ils ont donc montré deux choses très importantes à mon avis. Les gens ont leur point de vue, ils ont les questions, leurs positions, et ils vont s'approcher d'un candidat qui leur est proche. Et toutes les données concernant la démocratie américaine montrent qu'on n'a pas discuté de ces questions des données. Et parfois, c'est vraiment une politique d'identité. Deuxièmement, par exemple, lorsque l'avortement n'était pas un élément important dans la politique américaine, les démocrates avaient une position semblable sur l'avortement, parce que c'était des hommes en majorité, et lorsqu'il y a eu des femmes, alors tout à coup, ils sont allés dans un autre extrême. Donc, ce sont les partis politiques qui créent l'identité de l'électeur. Et toutes ces histoires de technologie devraient nous aider à comprendre quelle est la nature de l'identité politique. Et par Facebook, c'est beaucoup plus facile de créer cet écosystème dans lequel on ne parle qu'à des gens qui partagent votre avis et vos opinions. Et je trouve ça beaucoup plus problématique que le micro-ciblage. Et deuxièmement, personne n'est plus intéressé à persuader quelqu'un d'autre. S'il y a un monument dans la démocratie, ça devrait être s'il devait y avoir un monument dans la démocratie, ça devrait être un monument à la personne qui est prête à changer d'opinion sur la base d'une discussion. Et l'histoire, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes électeurs viennent dans mon bureau de vote? Comment est-ce que je peux faire que les électeurs restent à la maison? Et ça, ce n'est pas que Mercer, mais tous les partis politiques jouent ce jeu. Alors, du coup, ça m'amène à une question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre. À un moment donné, Carole Cadwalader, vous dites, je crois, Internet disrupte la démocratie.
Je vais donc vous demander à tous, est-ce qu'Internet disrupte la démocratie ou est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que l'usage du big data aggrave des problèmes déjà existants, au sens où la crise des démocraties occidentales, elle est quand même bien antérieure à la victoire de Trump? Are you going to me? Sorry. Carol, yes. Oui, allez-y. Oh, hello. Hi. Yes. It's so many fascinating topics to unpack Il y a tellement de sujets fascinants dont j'aimerais débattre. Là, je pense que je peux être le plus précise et claire. Donc, ça, c'est des questions très vastes dont vous parlez. Alors, avec cette enquête, j'ai dû finalement me concentrer sur la connaissance des faits. Et comment moi j'ai démarré dans ce voyage, c'était de voir ce qui s'était passé au niveau du référendum en Grande-Bretagne. Et c'est ce qui m'a amené à ce qui a suivi. Nous avons en Grande-Bretagne, c'est très strict les lois sur les financements de campagne, les sources de financement, et ça c'est vraiment la base même de notre droit électoral. Et ce qu'on avait vu et ce que les universitaires ont pu me dire, les chercheurs, c'est comment en 5 années de temps, un siècle d'instruments juridiques qui avaient été élaborés pour assurer notre démocratie avait été totalement renversé, ne servait plus à rien parce que la boîte noire de Facebook voulait dire qu'on ne pouvait pas compter, on pouvait pas savoir combien d'argent avait été dépensé en ligne pour le référendum. Et on ne peut pas le savoir. Il n'y a que Facebook qui a cette information à disposition. On ne peut pas le savoir. Alors, ce qui est ressorti, c'est que c'est totalement inutile. Cette loi était devenue fondamentalement totalement inutile, obsolète pour justement faire face à l'âge des nouvelles plateformes numériques. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus perturbant et c'est vrai qu'il y a eu un atelier qui a été organisé au début de l'année dernière avec des universitaires et des spécialistes. Et ils ont dit, des juristes spécialisés dans les lois électorales, ils ont dit, notre cadre juridique ne sert plus à rien, on a besoin de nouvelles lois. Ils ont publié ce rapport suite à l'atelier et le gouvernement a donc convoqué une élection générale et puis voilà, rien n'a été accompli. Et je pense que ça m'aide dans un certain sens parce que ce qui se passe avec le big data et les façons dont on peut utiliser le big data et orienter les gens dans un sens ou dans un autre, et donc ce sujet de la psychologie des gens, c'est la question qui se pose est beaucoup plus vaste et c'est une question beaucoup plus difficile à comprendre et c'est une question d'argent. Et il n'y a plus rien en Grande-Bretagne qui arrêterait un milliardaire d'acheter une élection. Et si vous pensez, si vous êtes convaincu qu'en utilisant plus d'argent, vous pouvez acheter plus de voix, c'est ce que pensent les Américains. Ils encouragent les donateurs de dépenser beaucoup d'argent. Nous vivons maintenant au sein d'une société où il n'y a rien pour arrêter ce genre de phénomène. Et je pense que c'est vraiment la façon de voir les choses aujourd'hui. C'est comme ça maintenant. Evgeny Morozov, est-ce qu'on est en train de perdre la main sur le débat démocratique? Well, on our sort of cynical Eastern European couch. Alors, si je veux être cynique, alors j'ai joué la gauche et Evan a joué un petit peu le libéral. Le problème, c'est pas l'Internet. Bon, c'est vrai qu'on est dans un monde de capitalisme très axé sur le big data et nous l'avons pris à bras-le-corps. Et si on veut vraiment avoir des infrastructures numériques qui ne soient pas basées sur la collecte de données ou l'extraction de données dans le but de créer de l'intelligence artificielle ou pour la publicité, il faut avoir une différente morale
morale, et parce que pour le moment, et donc c'est très fortement subventionné par le besoin de nous montrer des publicités ou le besoin d'extraire des données pour contribuer au système, pour avoir des produits qui en ressortent. Et c'est ça qui va payer pour vos recherches sur YouTube et toutes vos activités en ligne pour lesquelles vous ne payez pas de votre poche. Et ça, bien sûr, ça a créé donc cet écosystème géant qui a des conséquences négatives pour la démocratie. Et ça, je ne vais pas le nier. Il y a des manipulations très subtiles, mais il nous faut être très clair en montrant du doigt. Et il ne faut pas forcément en montrer du doigt l'argent, mais on montre du doigt aussi sur les caractéristiques structurelles de ce nouvel écosystème auquel nous sommes confrontés et qui ne va qu'empirer. Et il n'y en aura pas moins de cela, mais il y en aura plus. Et ce qui me fait peur, moi, c'est qu'en montrant du doigt les Merceurs, les Russes ou quelqu'un d'autre, on évite de... on ne pose pas la question, est-ce qu'on peut avoir un écosystème alternatif, est-ce qu'on peut avoir des infrastructures alternatives et, par extension, une économie alternative et qui n'est pas juste basée sur le fait d'extraire des données, de les transformer en autre chose, parce que c'est cette infrastructure-là qui encourage ces industries et ces sociétés de cliquer encore plus, cliquer sur des liens où il y aura encore plus de circulation que d'autres liens. Et pour moi, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser, le vrai problème. Et à l'avenir, c'est ça qui pose problème. Mais j'ai peur, j'ai peur. Alors, on ne parle pas de cela au sein du débat public et on est en train d'essayer de trouver le bouc émissaire. Bon, ça peut, on se fait du bien, mais on ne prend pas en compte les vrais problèmes. Et après, ça ouvre bien sûr une boîte de Pandore et ça sera des problèmes, même pour les démocrates et pour Obama qui était le meilleur ami de la Silicon Valley. Et donc, et juste avant de partir, il a serré la main avec les PDG de toutes les sociétés tech, les tech companies. C'était les bons gars. Alors, il y a des tas de cadavres dans les placards qu'il faudrait faire sortir pour qu'il y ait vraiment une conversation vraiment ouverte et transparente. J'aimerais continuer de là. Tout d'abord, l'argent et la politique, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème, mais gardez à l'esprit que la campagne de Clinton a dépensé plus que Trump. Donc, si on essaye de se présenter comme une victime, c'est quelque chose que je n'aime pas. Nous avons un problème beaucoup plus important. Quelqu'un m'a dit que Eric Schmidt, donc, qui est à la tête de Google, qui était le CEO de la campagne de Clinton. Il était très frustré après l'échec de la campagne, mais il était encore beaucoup plus frustré. Pourquoi? Parce que la Silicon Valley avait eu tort. Et c'était un d'entre eux qui a fait le travail. L'autre histoire, c'est que tout ça va tourner autour de la technologie et du micro-ciblage. Qu'est-ce qui reste de l'électeur? C'est la question qu'on pose. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se situe? Jusqu'à quel point on va avoir un individu libre qui fait un choix qui peut être faux ou juste, mais ce sera son choix. Et bien sûr, beaucoup des choses que nous voyons ne sont pas nouvelles. Si par exemple en Bulgarie la politique est menée par les rumeurs, ben voilà, on n'a jamais fait confiance aux médias nous pendant très longtemps en Bulgarie. Donc on touche à quelque chose de beaucoup plus important. C'est une identité collective qui pourra nous aider à faire des choses. Et cette identité collective est en train de disparaître. Et c'est ce qui rend la démocratie possible. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, si les infrastructures technologiques, ça c'est la question, parce que sinon, on va pouvoir répéter ce que fait la droite. C'est créer une écosphère. Ils vont avoir 5 films du même genre et on va remplacer Mercer par quelqu'un d'autre et on va expliquer comment Hillary Clinton peut gagner. Et on remplace Mercer par Soros. Donc, voilà. À l'évidence, nous sommes confrontés à un problème qui est beaucoup plus important que une histoire à succès de micro-ciblage ou bien un milliardaire qui met de l'argent dans quelque chose. Et c'est peut-être d'ailleurs la question principale que soulève le micro-ciblage. En même temps, c'est pas
peut-être celle de son efficacité, mais aussi surtout ce que ça raconte de la manière dont on fait de la politique aujourd'hui et dont on envisage les électeurs non plus comme un peuple, mais comme une collection d'intérêts particuliers. Paul-Olivier Dehaye, une réaction sur cette discussion ? Je crois qu'on est en fait assez d'accord tous que le micro-ciblage, le micro-ciblage est un peu la source de beaucoup de problèmes, en tout cas la collection massive de données, l'utilisation massive de données sans contrôle de l'individu, et on veut préserver quelque chose de commun, je pense, qui est le processus démocratique, ou en tout cas réimaginer ensemble ce que pourrait être le processus démocratique. Donc ça c'est les points communs entre nous, peut-être pas exactement avec le film, ou la manière dont c'est présenté dans le film, qui se focalise effectivement sur un individu. Mais moi, je serais intéressé de souligner un point dans le film qui est autour de David Carroll, donc cette personne qui a été demandé ces données à Cambridge Analytica, parce que ça c'était unique, c'était une opportunité unique. En fait, c'est moi qui l'ai contacté pour l'encourager à le faire, parce que cette société est basée en Angleterre, du coup, il pouvait utiliser les lois anglaises, etc. Donc, il avait certains avantages qui étaient assez uniques d'un point de vue américain. Donc, quand il a demandé ces données, normalement, la société doit expliquer la source de la collecte de données, doit donner beaucoup plus d'informations. Et c'est un sujet sur lequel ils ont résisté énormément et continuent à résister. Donc il y a tout un cas juridique qui se lance. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est en fait le début, selon moi, que j'espère, le début d'une réaction individuelle, d'une réaction citoyenne à ces sujets-là. Une réappropriation des données, qui va évidemment dans un sens que Evgeny a promu pendant très longtemps, une réappropriation des données autour du débat démocratique. Alors, c'est pas exactement une question, mais je voulais adresser une question à mes voisins, qui était de demander qu'est-ce qu'un individu peut faire pour contribuer à un changement dans ce contexte. Est-ce que l'un de vous deux veut répondre ? Je dois le faire, à défaut de quelqu'un d'autre. Bon, je pense, bien sûr qu'on peut demander plus de transparence de ces parties prenantes. Et l'expérience a montré que trouver une façon de vraiment répondre à ces demandes de transparence sans perdre du pouvoir. J'ai analysé ça dans une dimension par exemple la coopération avec les forces de maintien de l'ordre. Les militants ont demandé depuis longtemps de montrez-nous les données. Et puis, les Googles montrent ces informations. Combien de fois on a été contacté par les forces de l'ordre, etc. Donc, il y a beaucoup d'organisations et toute la communauté des droits de l'homme. Donc, il faut qu'on ait un classement de ces entreprises. Il faut faire honte aux entreprises qui refusent de publier ces données. Je pense que c'est un chemin que nous savons prendre, et beaucoup d'organisations civiles sont en train de le prendre, mais au-delà de là, je pense qu'en fin de compte, nous avons besoin d'un changement massif au macro-niveau. Et la façon dont le système fonctionne et opère, et les données pourquoi est-ce que ces données devraient appartenir à ces entreprises et peut-être que ces données pourraient appartenir à quelqu'un d'autre, elles pourraient tenir à l'État, à une collectivité. Il y a beaucoup d'autres détenteurs de ces données. Et alors, les données et les analyses qui les accompagnent resteraient chez nous. Et ensuite, on offre certains services et peut-être qu'on payera pour accéder à certaines données. Voilà, votre problème d'impôt est là. On devra payer des droits de licence pour accéder à nos données. Et peut-être que certains de ces problèmes seront résolus. Mais cela nécessite une réorientation du débat public et il faut s'éloigner du fait qu'on accepte que quand il y a de la publicité,
On peut juste demander un petit peu de transparence et poser la question, qui est-ce qui doit être propriétaire de ces données? Est-ce que c'est une matière première? On dit bien, c'est une ressource naturelle nationale qui ne peut pas être la propriété d'entreprises étrangères. Ça, c'est un débat que l'Europe devrait commencer à mener, parce que des pays comme la Chine ont déjà répondu à cette question. Ils ne vont pas avoir ce débat pendant une décennie. Ils ont répondu. Ils viennent travailler et acheter toutes les compagnies européennes dans leur cadre de leur stratégie d'expansion. Et puis les Américains ont aussi décidé. Ils ont une industrie numérique énorme et ils vont continuer à sucer toutes les données des autres pays. Voilà, c'est le débat qu'il faut avoir en Europe et c'est le temps de l'avoir. Alors, pour moi, et ça a à voir avec justement le problème technologique, et c'est pas de mon domaine d'expertise, mais nous sommes confrontés à une situation, il ne s'agit pas juste de nous. Et l'existence du big data, qui est contrôlé par des grosses sociétés, avec la Chine, c'est l'État. Et ça change la dynamique entre la démocratie et le totalitarisme. Et avant, le problème, c'est qu'il y avait un manque d'information sur la société. Vous créez un État policier pour obtenir l'information sur les gens. Et nous vivons dans un monde où personne a besoin d'informateurs politiques. Alors, donc on s'informe sur nous-mêmes, on donne les informations sur nous-mêmes au quotidien. Vous êtes en train de dire ce que vous avez payé, ce que vous avez acheté, où vous êtes allé, où vous voulez aller. Donc, vous donnez les informations vous-même. Et ce sont des informations fiables. Alors, le potentiel d'être manipulé et d'être gouverné et d'être dirigé est complètement différent. Et je pense que c'est lorsqu'on parle des élections, ceci, cela, et je pense qu'on a passé un certain seuil où le sens même de comment fonctionne la démocratie, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, est important, mais ça a énormément changé. Et là, ce que je voudrais encore dire, alors il y a eu un économiste américain très très connu, Albert Hirschman, aussi sociologue, qui faisait des distinctions entre la façon dont les gens se comportent sur les marchés et comment ils se comportent au niveau de la politique. Il a dit, écoutez, quand vous êtes sur les marchés et que vous n'aimez pas certaines choses, ce que vous faites, c'est que vous sortez du marché. Et si vous n'aimez pas tel type de produit, vous n'allez pas commencer à envoyer des lettres aux producteurs de tel ou tel produit pour changer la qualité. Non, vous allez aller acheter autre chose, un autre produit. Mais il a dit, on est dans le niveau de la politique, il y a certaines choses qui comptent tellement pour nous, qui sont si importantes pour nous, que c'est pas si facile d'en sortir. C'est la politique, la religion, et c'est la raison pour laquelle quand quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, les gens essayent justement de s'exprimer pour changer cela. Et le problème, comme moi je le vois, c'est que nous avons commencé à nous comporter dans le domaine de la politique de la façon dont on se comporte dans le domaine des marchés, des produits. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous sortez. Tout le monde est prêt à organiser un nouveau parti, mais personne ne veut investir pour réformer un parti déjà existant. Et vous savez ce que c'est le pourcentage d'Américains qui changent justement leur religion au cours de leur vie, leur identité religieuse? 40% changent au cours de leur vie leur confession. Et le problème politique à voir avec le niveau de loyauté, de fidélité, comment ça fonctionne et comment on peut les utiliser. Et je pense sincèrement que c'est la raison pour laquelle, alors il y a la technologie bien sûr, mais est-ce qu'on peut se comporter dans le domaine politique différemment de ce que l'on fait, la façon dont on se comporte au niveau des produits de marché, hein. Voilà, c'est que fait le citoyen. Carole Cadwalador, vous êtes journaliste, votre métier c'est d'enquêter, c'est d'aller chercher derrière le rideau, comme on dit. Mais qu'est-ce qui, selon vous, serait justement nécessaire pour rebâtir d'une certaine manière le débat démocratique? Vous disiez tout à l'heure que finalement la législation britannique sur le financement des campagnes était devenue totalement inopérante face à ce que permettent les technologies publicitaires aujourd'hui. Donc par où vous commenceriez? Je commencerai. C'est tellement fascinant. Vous avez vraiment des orateurs formidables, avec des idées formidables qui vont et viennent. C'est un débat de spécialistes. Et l'une des choses qui est très importante, à mon avis, c'est de traduire ce débat pour les gens ordinaires.
mères qui sont occupées, qui ont beaucoup d'autres choses auxquelles ils doivent penser. Et l'un des éléments clés, et quelque chose qu'on m'a dit l'an passé, c'est un journaliste qui couvrait la technologie depuis les années 80. Elle a dit, voilà, les données, c'est un mot tellement terrible. Il faut se souvenir, c'est comme les données, c'est comme une photo de vous nue. Il faut commencer à réfléchir à ça et dire aux gens que le problème, ce ne sont pas les données, c'est tous ces petits indices que vous donnez et qui révèlent vous-même, et que tout cela additionné vous donne un portrait nu de vous. Et c'est ce malaise. Il faut faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de personnel, que c'est leur sphère privée et que c'est d'eux qu'il s'agit. C'est ça qu'on a envie de communiquer. Vous avez parlé de David Carroll qui apparaît dans le film. Son avocat est à Londres a donné un argument. Il n'est pas un spécialiste des données. Il est un avocat des droits de l'homme. Et la raison pour laquelle il a décidé d'accepter cette affaire et de passer par ce processus extraordinaire, c'est parce que le droit des données, c'est un droit de l'homme. Et c'est ça que j'aimerais ajouter. Cette chose de base, il s'agit des gens ordinaires, de notre vie ordinaire. On n'a pas envie que nos données soient collectées et récoltées par des milliardaires pour qu'ils en fassent quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de ce débat. Paul-Olivier Dehaye, la manière dont évolue la régulation en la matière, c'est un point d'appui. Je pense notamment au règlement européen sur les données personnelles, par exemple, qui est quand même globalement assez bien accueilli par les défenseurs des libertés sur Internet, parce qu'ils disent que ça va quand même donner des points d'appui, et d'ailleurs pas seulement des points d'appui aux utilisateurs, mais ça va aussi permettre de sanctionner les entreprises qui traitent les données sans respecter les droits des utilisateurs. Oui, alors pour donner un peu de contexte, donc il y a un nouveau règlement européen qui vient en mai 2018, qui donne un peu plus de droits aux individus, mais qui vient aussi avec une promesse d'être appliqué plus sérieusement que les règles précédentes. Donc c'est pas forcément un gros changement en loi, mais c'est surtout un gros changement en application de la loi. Et je pense que des histoires comme celle-ci autour de la politique, qui est en gros un processus commun dans lequel on est tous investis, il ne s'agit pas juste des photos nues de quelqu'un bien précis dont je ne me soucie peu, mais du débat démocratique dans lequel j'ai beaucoup plus d'intérêt. Donc il y a une prise de conscience autour de ces sujets-là, que les données sont importantes, et donc on peut s'attendre à ce que les régulateurs appliquent les règles de manière plus stricte. Je pense quand même que ce règlement donc ma start-up travaille dans ce domaine-là, donc on réfléchit vraiment précisément aux implications de ce règlement. Il y a des effets très pervers qui sont possibles aussi. Donc c'est très important qu'il y ait une prise de conscience collective qui est vraiment que les gens s'accaparent en fait. Peut-être pas tout le monde, mais que beaucoup de gens s'accaparent de ces sujets et de leurs droits et cherchent à les exercer. Donc ça, pour moi, c'est assez crucial, parce que sinon, on va en quelque sorte rater une opportunité de réorganiser tous ces débats-là autour de l'individu. Voilà. Evgeny Morozov, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas... Oui, bien sûr. Il me semblait qu'on était à peu près un peu moins d'une heure de discussion. Mais vous voulez poser une question tout de suite ou... Les gens s'accaparent le débat. Oui, merci. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire si on veut faire la même démarche qu'a fait cet Américain pour récupérer nos données personnelles auprès de Facebook, par exemple, ou de Twitter, ou de n'importe qui. Cet Américain est... Donc elle parle de David Carroll, qui était dans le...
Donc, justement, donc utiliser ces droits, donc ça veut dire soit vous avez deux options, soit vous lisez la loi, vous engagez dans une longue démarche qui va vous exténuer ou vous fatiguer, vous le ferez pas, ou alors de la pub gratuite, vous allez sur personaldata.io et vous utilisez les services qui sont là, qui sont gratuits, qui sont précisément autour de cette prise de contrôle, prise de conscience autour des données personnelles. Il y a notamment un Autrichien aussi qui a fait précisément ça avec ses données Facebook, qui s'appelle Max Schrems et qui a reçu plusieurs milliers de pages dans mes souvenirs. On va rapidement terminer parce que du coup j'ai l'impression que la salle s'impatiente. Vous disiez, Evgeny Morozov, il y a peu de débats publics encore. Moi j'ai l'impression qu'il émerge beaucoup ce débat sur les données. Il y a même un débat en France sur est-ce qu'on doit être chacun propriétaire de ces données pour pouvoir les vendre, ou est-ce qu'au contraire il faut repenser ça complètement. Vous avez l'impression quand même que ça va dans le bon sens, ou qu'on a toujours un train de retard par rapport à la technologie? J'aimerais revenir à cette autre question. En Europe, la question directe est une question de la sphère privée, d'une part, et jusqu'à un certain point de l'entreprise. Lorsque nous devenons propriétaires de nos données, on pourrait en fait recevoir un chèque sur la façon dont les données sont utilisées. Il y a les deux dimensions. Il y a la dimension, juridique et la dimension commerciale. Mais une dimension qui manque, c'est la façon dont les données sont liées, d'une part, à la non-existence de stratégie industrielle liée au développement d'intelligence artificielle qui est constituée de données, et B, la transformation du processus démocratique. Par le biais de données, on peut faire des expériences sur différentes formes de gouvernement qui devront aborder la question d'une colère populiste et qui vise à détruire les institutions. Donc, il faut une décentralisation de l'administration des données publiques et habiliter les citoyens en la matière. C'est quelque chose qui manque en Europe. Il n'y a pas de débat politique. Il y a des gens qui sont d'un côté des juristes qui disent que tout est de la sphère privée, et les autres qui ont un point de vue très libéral et qui considèrent les données comme une matière première. Bon, et qui pensent... Moi, je ne pense pas que la donnée devrait être traitée comme une matière première, parce que beaucoup de données que nous produisons, ça fait partie en tant que partie d'un collectif, parce que nous nous promenons dans un espace public. Qui est-ce qui a payé pour les routes sur lesquelles je roule? Qui est-ce qui a payé pour les capteurs? Donc, il faut vraiment avoir une discussion politique sur toutes ces dimensions, parce que sinon, on restera dans ce domaine de la consommation dont Yvan a parlé. Une fois que tout est considéré comme un problème de sphère privée, la seule solution viable sur le marché, on va commencer à payer pour tous ces services. Vous avez payé 100 € ou francs par mois, et puis voilà, et puis vous serez protégé des manipulations, des fake news, des attaques cybernétiques, des pirates russes qui volent vos données, de toutes sortes de manipulations sur Google Search. Vous pouvez payer si vous avez assez d'argent. Vous pouvez avoir la sphère privée que vous voulez. Mais ce qu'on a perdu, c'est que on n'a pas abordé ces questions de la sphère privée ou bien l'autodétermination des informations qu'on divulgue. Ce n'est pas seulement des services, c'est ça la morale. Et tout nous est fourni gratuitement actuellement. Et nous ne menons pas ce débat. Le fait qu'on parle de données ne signifie absolument rien du tout, parce que la plupart des discussions que nous menons, en tout cas de mon point de vue politique et géopolitique, j'ai entendu ça des tas de nombre de fois. Oui, il y a beaucoup de ces discussions, il y en a beaucoup à Bruxelles, mais ça ne devient pas un objet productif. Ce n'est pas un outil. Il faut trouver un outil pour s'adresser à des gens qui voudraient voter pour des populistes, et les cibles sont différentes. Et ces discussions ne se déroulent pas, n'ont pas lieu, malheureusement.
Paul-Olivier Dehaye, vous vouliez rebondir. Alors, donc ça touche à ce que je disais juste avant, sur le fait que le nouveau règlement offre des ouvertures pour changer justement le débat. Donc un exemple, c'est le droit à la portabilité qui vient en mai, qui permettrait à tout un chacun dans la salle qui le voudrait d'aller se réapproprier ces données auprès d'une centaine d'entreprises, de grandes entreprises, et puis de le confier à l'EPFL, donc l'université locale, par exemple, ou l'université de Genève, ou aux collectivités. Donc ça c'est un discours que je sais qu'Evgeny promeut beaucoup, la collectivité autour de la propriété des données, ou l'utilisation des données. Et c'est important, selon moi, tout comme pour vous, de passer à cette autre dimension, au-delà du consommateur, au-delà de la protection de la vie privée, mais vraiment la protection des données pour le bien commun. Donc One tiny response to it. So imagine. Alors imaginez, Amazon dépense 15 milliards de dollars par année sur le développement des technologies. Les Chinois, Alibaba a 10 milliards pendant 3 ans pour l'intelligence artificielle. Alors moi, mes données deviennent portables, extra. Mais alors, où est-ce que je vais avec ça? Alors si toutes les sociétés et tous les services qui ont cette technologie avancée, qui ont dépensé des milliards là-dessus, et donc sont en avance sur toutes les universités, les conseils municipaux pour construire des infrastructures où ils peuvent insérer les données. Je prends toutes les données de Google, ok, génial, mais j'en fais quoi? Et où est-ce que j'aimerais pouvoir interconnecter ma voiture, ma banque, ma voiture qui ne fait pas partie de l'infrasystème de Google? Je dis pas que la portabilité est mauvaise, mais c'est pas ça la solution. Où on pourra donc être content et célébrer et que ce soit la réponse à tous nos problèmes, parce que notre marché n'est pas une utopie libérale où nous avons 5 gros joueurs avec énormément de subventions de l'État. Et malheureusement, ce sont les acteurs vers lesquels vous devez vous tourner, même si vous avez pu récupérer vos données. Alors, il y a beaucoup de start-up et donc elles ne sont pas à la hauteur de Amazon ou Alibaba. Hein. On pourrait en discuter en des heures, mais il y a quand même un moment où il va falloir conclure. Je vais vous demander d'ailleurs, Carole Cadwaladr et Ivan Krastev, un mot de conclusion avant de passer la parole à Sylvain Gisler, que je n'oublie pas. Carole Cadwaladr, peut-être vous voulez commencer. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Sur quoi vous voudriez conclure ce débat? Well, actually, I'd just really love to hear what people in the audience have to say, to be honest with you. C'est les gens du public qui doivent conclure. C'était toujours fascinant lorsque je participe à de telles discussions. On a besoin de plus de voix dans ce débat. Je pense que c'est un des éléments clés. Lorsque j'ai commencé, la technologie a été décrite par des journalistes de la technologie. Et c'est les spécialistes qui parlent de technologie. Ce sont les gens de Silicon Valley qui parlent de technologie. Et je pense qu'il faut plus de gens d'horizons totalement différents qui voient les choses différemment. J'ai eu des discussions passionnantes avec toutes sortes de gens universitaires et qui m'amènent des points de vue totalement différents. Donc un philosophe, par exemple, qui est intéressé à ces questions. Ensuite, un astrologue, un ethnologue, etc. L'une des meilleures discussions à laquelle j'ai participé, il y avait beaucoup de voix différentes qui se sont exprimées parce que la technologie est trop importante. C'est tout, c'est le monde. Il faut qu'on réfléchisse à cela. Il faut qu'on fasse venir des gens de différents horizons. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Il faut qu'il y ait un maximum de gens d'horizons différents. Je pense que tout le monde sera d'accord, probablement. Ivan Krastev. Yeah. Listen, for me, the critical question is the following. Democracy is based Je pense que la démocratie est basée sur l'idée d'égalité politique. Pendant les années 50 et 60, les scientifiques de politique posaient la question, est-ce qu'on peut être égal si on est inégal du point de vue économique? C'était la grande question. Avec la société des big data, ça devient encore beaucoup plus. Parce que la démocratie et l'égalité, ce qui nous rend égaux, c'est pas notre intelligence, mais c'est l'expérience, parce que votre expérience est aussi précieuse que la mienne. Personne ne sait mieux que moi ce que je veux. C'est sur ça qu'il se fonde la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit lorsque je vote. Mais le problème avec toutes ces big data, et on a compris que maintenant ma femme en sait plus. Bon, la technologie, on connaît mieux ma femme que moi, mais le problème de fond, c'est que certaines big data savent mieux que moi, et c'est ça l'histoire. Lorsque
l'on parle de la confiance et cette crise de confiance dans les médias traditionnels, c'est ça qui a mené à l'effondrement des journaux locaux, parce que c'était les journaux locaux et le fait qu'on fasse une expérience réelle. Et c'est ainsi que s'instaure la confiance dans d'autres médias avec lesquels vous pouvez les comparer. Les médias locaux ont disparu et beaucoup d'études ont montré aux États-Unis qu'il y avait une corrélation très forte entre les gens qui vivaient dans un endroit où il n'y a pas de journaux qui ont survécu, étaient beaucoup plus près d'être un consommateur de fake news. Et en fait, il faut rendre important notre expérience de la vie réelle. Ça, c'est très important. Il y a toutes les affaires juridiques, de législation, mais en fait, c'est notre expérience réelle de la vie qui est importante. Lorsque les gens descendent dans la rue, lorsqu'ils vont manifester, lorsqu'ils vont faire quelque chose avec leur corps et pas seulement cliquer sur un bouton, c'est ça qui va changer beaucoup plus la politique. Et c'est pourquoi beaucoup de ces technologies ne fonctionnent pas dans la façon dont elles fonctionnent dans les élections normalement. Merci à tous les quatre. Avant de passer la parole à la salle, on va accueillir Sylvain Gisler, qui est donc le cofondateur d'Opération Libéraux, qui est un mouvement politique, il le revendique comme ça, donc un mouvement politique suisse qui lutte contre l'extrême droite en essayant d'avoir un usage positif et enthousiasmant de la technologie, et qui va donc conclure cette discussion. À qui revient la lourde tâche de conclure cette discussion. Hi, glad to see you all. Thanks to be here. I'm Sylvain. Très heureux de vous voir. Je m'appelle Sylvain Gisler. Je fais des campagnes. Brexit. Je viens de l'opération Libéraux. Je ne viens pas du Brexit ou de Trump. Et c'est un mouvement suisse. Je suis ici pour apporter une perspective optimiste des campagnes en ligne pour l'avenir. C'est ce que je fais normalement dans des discussions de ce genre. L'optimisme doit être mis en lumière. Opération Libéraux a commencé il y a 4 ans. C'est un mouvement en Suisse. Nous avons commencé avec 0 argent, 0 impact, et maintenant, on lutte contre des approches populistes et d'extrême droite. Nous avons gagné 5 fois et maintenant nous avons un financement participatif. Nous avons un groupe ici à Genève. Nous avons plusieurs antennes ailleurs et ce groupe fait une campagne formidable ici. Tout cela ne se serait pas produit sans Internet, sans la technologie qui nous a donné les outils pour mener ces campagnes à un niveau, disons, à un bon niveau, sans avoir d'argent au départ. Et je pense que ça, c'est le point de vue positif que je souhaitais apporter. Les campagnes politiques et en ligne offrent beaucoup d'occasions de faire ce genre de travail. Et avant de travailler avec ce panel, je leur ai parlé pour savoir si c'est une exception, est-ce que c'est la direction que nous allons prendre. Mais je ne pense pas que c'est le cas, parce que si on regarde la campagne Obama, il n'y avait pas non plus ce point de vue critique que l'on a maintenant. L'une des raisons à cela est très simple. Nous n'aimons pas le résultat de cette campagne. Nous n'aimons pas le fait qu'ils ont gagné. Ça, il faut le dire honnêtement. Parce que c'est les méchants qui ont gagné. Et donc la technologie, dont on pensait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait permettre à un mouvement civique de s'engager, et que lorsque ça détruit les systèmes, ou ça perturbe les systèmes, et que ça peut être utilisé pour le bien et pour le mal, et c'est utilisé par tout le monde, comme on l'a dit dans ce panel. Donc, ça c'est une des raisons. La seconde raison, je suppose, c'est qu'il y a une perte de contrôle. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'un point de vue public, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et ça, c'est ça aussi, tout ce dark Facebook. Donc, et parce qu'on ne parle plus.
Et nous ne sommes plus les propriétaires de nos données. C'est deux façons de perte de contrôle, perte de maîtrise. Et là aussi, il y a aussi une critique des nouvelles technologies, et je pense que c'est correct parce que ça apporte une méfiance par rapport à ce qui va se passer. Nous avons eu des votations il y a une semaine et demie en Suisse sur une initiative qui voulait fermer tous les médias publics. Et il y a eu un vote, et une semaine avant, il y a eu des sondages, et une semaine avant le vote, on disait que il y aurait 60% de non. Donc, l'initiative n'allait pas réussir à s'imposer. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient « je ne crois pas, je pense que quelque chose se passe en sous-jacent, il y a des choses qui se passent dans l'ombre et on ne sait pas ». Et je pense que c'est ça une chose importante que je souhaitais ajouter à ce débat, cette méfiance par rapport au système politique et l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe comme une magie noire qui se fait quelque part. Et je leur ai dit, je fais une campagne et vous avez beaucoup surestimé mon travail. Bien sûr, il s'agit de technologies, d'outils, de la façon dont ils sont efficaces. On ne sait pas encore exactement quelle est leur efficacité. On sait qu'il y a eu un impact pour Trump, pour le Brexit, mais ce n'est pas de la magie noire. C'est pas Harry Potter et c'est pas Voldemort. Il y a des outils, il y a des techniciens et il faut gérer cela. Et il faut le gérer aussi bien que possible, mais on peut le gérer mal. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et j'aimerais juste faire on peut reprendre la maîtrise. Il faut gérer la situation et des mouvements civiques peuvent utiliser ces outils. Lorsqu'il y a des fake news, par exemple, combattons-les. Opération libéraux, nous avons des guerriers en ligne qui sortent et qui vont combattre ces fake news. Nous avons construit un outil contre cet autre outil. Et je pense que c'est la voie à prendre pour reprendre la maîtrise autant que nous pouvons. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. La parole est à vous. Pour alors soit effectivement un des trois panélistes, ou Sylvain Gisler, ou Thomas Huchon qui est dans la salle, qui sont également prêts à répondre à vos questions. Et Carole Cadwallader qui est toujours en ligne avec nous, malgré l'heure tardive. J'ai une question pour le réalisateur. Il n'a pas abordé la question de l'implication éventuelle des Russes dans l'élection de Trump. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il peut commenter sa décision? Merci. Ouais, alors effectivement, le film est sorti en juin 2017 sur la plateforme Spicy. Donc nous, on a arrêté de tourner au mois de fin mars 2017. D'ailleurs, c'était à Genève ici avec Paul Olivier. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas les moyens factuels d'impliquer ou de démontrer qu'il y a des Russes dans cette histoire. Depuis, bien entendu, qu'on en a trouvé. Je pense que Carole, qui est là, en a trouvé aussi un certain nombre. Et effectivement, mais alors pour voir grosso modo ce qui s'est passé dans l'année écoulée, je vous renvoie à un film qui a été diffusé sur Arte hier soir, qui est un film de Paul Morera sur justement les manipulations russes de la campagne américaine. Après, je crois que dans ce film, bien entendu qu'on a conscience du rôle qu'ont essayé de jouer certains
russes, certains agents russes, certaines personnes. Mais je crois que le rôle joué par Monsieur Mercer et par Cambridge Analytica dépasse de manière énorme ce qui a été fait par les Russes. Les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 470 pages Facebook qui ont été créées par des Russes et qu'avec 100 000 $ de financement publicitaire ciblé sur Facebook, ils ont touché plus de 150 millions de citoyens américains. Donc maintenant, on va se dire que c'est pas 100 millions de dollars qu'a mis Monsieur Mercer, même s'il est peut-être pas aussi puissant que on le voudrait en écoutant Evgeny et les autres panélistes. C'est 11 millions de dollars. Donc si on multiplie ce chiffre de 150 millions d'Américains touchés par la proportion équivalente, eh ben on arrive à des chiffres absolument colossaux. Je crois que juste pour rebondir sur ce que disait Sylvain, bien entendu que les résultats de ces élections nous déplaisent, mais ils ne nous déplaisent pas parce qu'on est de gauche ou parce qu'on est de droite, ils nous déplaisent parce qu'ils font venir au pouvoir des personnes autoritaires qui ne respectent pas la démocratie. Et finalement, je crois que le vrai point fondamental qu'il y a là-dessus, c'est aussi la personnalité de ces candidats. Mais moi, personnellement, je suis contre les outils. Je suis pas, et j'aurais été contre ces outils. J'ai d'ailleurs critiqué la campagne de Bernie Sanders qui utilisait ces outils. Pourtant, c'est le candidat dont j'aurais pu, moi, être le plus proche aux États-Unis. Et étant un citoyen américain, j'aurais peut-être voté pour Bernie Sanders. Mais je crois que le problème n'est pas tant dans l'usage, le problème est dans l'outil. Et c'est par rapport à ça qu'il y a un enjeu aujourd'hui. D'autres questions? Oui, je vois. Oh là, il y a plein de mains qui se lèvent d'un coup. Hein? Il marche? Oui, il marche. Bonsoir. J'aurais d'abord un commentaire à faire au politicien suisse qui nous a parlé. Je trouve que c'est assez salutaire de la part du peuple américain d'avoir voté pour un Trump qui est peut-être un bad guy, mais qui est 10 fois mieux que cette épouvantable personne de Hillary Clinton qui a donné son support à Nicolas Sarkozy, qui était à la tête de la coalition, qui a attaqué illégalement la Libye, et la Libye qui était qui avait à sa tête un dictateur, mais était quand même la Suisse du Maghreb, et un pays moins corrompu que beaucoup d'autres pays du Maghreb. Ça, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, pour ma question, je lis le titre là. La démocratie est-elle soluble dans Internet? Et ça me rend très, très fâché de lire ce titre. Je vais vous dire pourquoi. On accuse Internet d'être responsable de la plupart des fake news. Est-ce qu'on oublie que en prenant le cas de la France, est-ce qu'on oublie que depuis 70 ans, à cause de la censure des différents gouvernements français, les médias français ont été abreuvés soit de fake news, soit le public français, soit de fake news, soit de nouvelles. Est-ce que vous avez une question, monsieur, oui, pour les intervenants? Eh bien, est-ce que vous ne croyez pas que depuis que l'existence d'Internet, c'est la première fois depuis l'existence de l'humanité que les gens, ils peuvent chercher des news en passant par-dessus la tête des gouvernements qui ne font que censurer les informations. Voilà. Par ailleurs, personne n'a dit qu'Internet était responsable des fake news qui sont en général fabriquées par des êtres humains. Il n'y a pas de d'essentialisation du réseau. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rebondir. Juste peut-être pour préciser un élément, vous avez totalement le droit d'avoir vos opinions, monsieur, et c'est très bien de venir les exprimer. Juste pour dire quelque chose, le peuple américain n'a pas choisi Donald Trump. Les Américains ont voté pour Hillary Clinton, même si c'était certainement une très mauvaise candidate. Mais elle a 3 millions de voix d'avance aux États-Unis sur la totalité du territoire.
Donc il faut comprendre quand même le fait que et c'était déjà arrivé que des candidats qui aient moins de voix au niveau national gagnent. Mais George Bush en 2000, quand il gagne, enfin, on attend toujours les décomptes, mais quand il remporte l'élection présidentielle, il a 250, 300 000 voix d'avance, de retard sur son adversaire. C'est-à-dire que là, on est dans une proportion qui est 10 fois supérieure. 3 millions de voix d'écart sur 120 millions d'électeurs, de suffrages exprimés. Donc le peuple américain n'a pas voté pour Donald Trump. C'est pas vrai. C'est une fake news. Si je peux répondre quand même à la substance de la question. Donc je crois qu'Internet offre vraiment, pour aller dans votre sens, la possibilité à tout un chacun d'accéder à plus d'informations que jamais dans le passé. Je sors mon téléphone, vous pouvez me poser une question, en 1 minute j'ai la réponse, à peu près. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas une compréhension suffisamment grande des mécanismes qui vont leur amener cette information. Et du coup, cette information peut être en fait empoisonnée, intentionnellement ou pas, pour les influencer. Les gens n'ont pas encore, les gens, la masse des gens, et moi-même aussi, hein, ça m'arrive aussi régulièrement, on n'a pas la capacité, il y a un problème de provenance, il y a un problème de traçabilité de l'information qui fait que vraiment cette liberté d'accès à l'information peut aussi être dommageable pour nos réflexions personnelles. Can I add something also? Je peux ajouter quelque chose aussi? Oui, rapidement. Je pense qu'on peut n'être pas d'accord avec les opinions exprimées, mais il y a une dimension qu'il ne faut pas cacher et qu'on ne peut éviter. Avant cette élection de Trump et le Brexit et cette vague de préoccupations concernant les fake news, il y a eu beaucoup de raisons tout à fait justifiées de mettre en question la capacité de la plupart des experts de faire leur travail correctement dans beaucoup de domaines. On a vu pendant des décennies, de ces 2 dernières décennies, des journalistes et surtout des journalistes américains qui attirent tout le pays dans une guerre au Proche-Orient sur des arguments qui n'existaient pas. On a vu aussi des gens prévoir la reine d'Angleterre les a accusés de mal faire leur travail. Il y a beaucoup de politiciens qui sont corrompus et qui ont tous sortes d'accords corrompus avec des entreprises, des lobbyistes et autres institutions. On ne peut pas éviter de voir cela en disant que voilà, c'est que Poutine ou Facebook ou les Mercers qui sont le moteur de tous ces experts. Il y a une réalité à tout cela. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui se produit maintenant. On ne peut pas toujours continuer à prétendre que toute question légitime ou justifiée d'un journaliste, d'une économiste ou d'un politicien ou de n'importe quel expert est juste l'expression de populisme et de volonté de lavage de cerveau des gens en ligne. C'est une colère qui est réelle. Elle est liée à la réalité expérimentée par les gens lorsqu'ils mènent leur vie quotidienne. Et beaucoup d'entre eux, dans les médias, beaucoup dans les médias vivent dans une bulle. Ils pensent que tout fonctionne bien et font leur travail et que tous les économistes, les think tanks, etc., n'ont pas été corrompus par la monnaie, l'argent privé, par de l'argent venant des Silicon Valley. Et maintenant, au cours de ces 2 ou 3 dernières années, parce que les données sont en train de quitter les fichiers, tout à coup, les gens deviennent très vulnérables. C'est très naïf et ça va encore mener à une volonté populiste beaucoup plus forte. Donc, il faut être préparé à se lever. Oui, les fake news, la crise, les manipulations des opinions, tout cela existe, mais il y a des raisons tout à fait réelles au fait que les gens vont chez Breitbart. C'est qu'il y a une crise de la légitimité des médias traditionnels. Et c'est une vraie crise, c'est pas quelque chose qui est fait de l'extérieur. Non, bien sûr qu'il y a des forces qui prennent avantage, qui tirent avantage de ça. Mais cette colère a bouillonné déjà depuis des années. C'est pas seulement la raison de Facebook et des fake news. Sans micro, intervention hors micro. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Evgeny. Il y a un problème réel par rapport à la légitimité. Mais cela
Cela ne laisse pas ignorer qu'il y a des manipulateurs de nos esprits qui allouent des millions d'argent, des millions pour créer des théories de conspiration qui injectent des choses racistes, antisémites dans les réseaux. Et ces gens sont financés et ils font ce travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a aussi les méchants qui font du méchant travail. Mais c'est tellement simpliste de les appeler bad guys. Ce sont des gens qu'on a élus, la plupart d'eux. Vous avez vu dans votre propre... La plupart... Cambridge Analytics s'occupait de l'OTAN, notamment. Ce sont des gens qu'on élit. Donc, intervention hors micro, nous n'entendons pas. Essayons de trouver un accord. Bien sûr qu'il y a un problème réel. Et les gens qui, face à un problème, vont essayer d'en tirer un avantage. Sur quoi faut-il se concentrer? Il faut dire ce qui s'est produit, mais c'était peut-être une grande conspiration. Et s'il n'y avait pas eu de Mercer, notre démocratie allait fonctionner normalement. Et je pense que c'est de là que vient notre désaccord. Bien sûr qu'il y a toujours eu des gens qui ont essayé de manipuler des autres sur tel ou tel sujet. Mais lorsqu'on manipule les gens, on arrête de s'intéresser au fait de la raison qui fait que ces gens sont comme ça. Et on se pose en victime. Il y a peut-être une raison intéressante à savoir pourquoi les gens votent. Et là, il ne s'agit pas de politique. Les gens ne doivent pas être des experts pour juger les leaders politiques. Mais ils ont voté pour quelqu'un qui a un caractère spécifique. Et c'était évident. Il s'agit donc des qualités humaines. Et donc, c'était un moyen de punir les élites. Dans la démocratie, dans notre démocratie actuelle, la chose la plus importante, c'est de punir l'autre parti. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voté pour le pire et c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est de la méchanceté. Alors là, du coup, il y a plein de mains qui se lèvent. C'est moi qui ai le micro, je crois. Du coup, c'est moi qui avais posé la prochaine question. Je m'excuse pour les autres. Alors, d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour ce débat très, très intéressant. Je vais essayer de faire très, très bref. Derrière tout ce que vous avez dit sur le big data, il y a, il me semble, beaucoup de questions morales que vous avez soulevées. Et derrière tout ça, il y a un domaine qui est un peu, qui chevauche en fait ces questions, c'est la communication politique dans son ensemble. Et dans ce vaste domaine, vous l'avez dit vous-même, c'est un domaine qui est en évolution, qui s'est beaucoup développé. Le micro-targeting, c'est pas la première chose, mais il y a aussi d'autres choses négatives qui ont été attribuées à la campagne de 2016 comme étant inouïes, comme le niveau de négativisme, au final, qu'on a vu durant cette campagne. Donc ma question est la suivante. Derrière ces questions d'intuition morale, de big data, de campagne négative, même si ça n'a pas été soulevé, ça a été soulevé dans les débats médiatiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de comment est-ce qu'on approche la communication politique dans la société états-unienne, mais de plus en plus aussi dans les sociétés européennes et démocratiques dans leur ensemble? Qui veut répondre? Qui s'y colle? Il y a une histoire intéressante. Je suis tout à fait d'accord que ce qui change, il s'agit de la compréhension du monde et non de la politique. Lorsqu'on parle des big data, venant des sciences sociales, c'est quelque chose qui va changer les sciences sociales comme ça a changé la politique. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur les big data, on n'a pas besoin de répondre à la question pourquoi.
On prend les big data et on va penser que si tu as un croissant tous les jours, si tu vas à une BMW, tu vas voter par exemple pour telle chose. Mais la question c'est que je ne suis plus intéressée à la raison pour laquelle tu fais quelque chose. Avant d'avoir une théorie, on cherche des expériences, des exemples et on essaye de voir si l'explication qu'on a trouvée est juste ou fausse. Et on essayait autrefois de comprendre pourquoi les gens faisaient quelque chose. La plupart de nos théories étaient partiales ou bien, disons, branlantes, mais dans la société du big data, on aura une image beaucoup plus précise, on pourra faire une prédiction beaucoup plus précise du comportement des gens dans toutes les situations. Mais on ne sera plus intéressé à la raison pour laquelle ils ont tel comportement. Et je le dis parce que le résultat, la communication, les sociologues et les autres vont commencer à être beaucoup plus précis dans leurs prédictions, mais ils vont perdre du pouvoir parce qu'ils ne pourront plus créer un récit. Ils ne pourront plus dire pourquoi les gens font quelque chose. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de politique, de communication politique. C'est la façon de voir comment décrire une société dans laquelle les gens peuplent des mondes totalement différents. Pourquoi est-ce que Mercer a dépensé cet argent? Avant qu'il ne dépense cet argent, 43% des Américains en 2007 croyaient qu'il y avait une arme de destruction massive qu'on avait trouvée en Irak. Donc là aussi, c'est des réalités parallèles qui sont ainsi construites et on ne parlait même pas de micro-ciblage, on parlait d'identité. On ne va pas vous pousser à changer vos opinions. Toutes les déclarations que vous allez faire ne concernent pas la réalité, mais qui suis-je? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis républicain, démocrate? Est-ce que j'aime tel ou tel chose? Lorsque vous dites qu'il y a 3 millions de personnes qui ont voté pour Hillary Clinton, c'est vrai, mais pour franchement parler, sachant comment on gagne les élections, si les autres candidats savaient qu'il allait devoir gagner, si l'autre candidat savait qu'il allait gagner le vote national, il aurait une stratégie différente. Si vous saviez quels sont les membres du Congrès du côté républicain. Donc, ce n'est pas une question d'identité, c'est une question d'essayer de comprendre la société. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'avant. Et la technologie nous aide à la comprendre, mais aussi nous déroute, nous fait croire qu'on en sait plus alors qu'on en sait moins. Je pense que vous avez fourni votre propre réponse à une question que vous avez posée au début du débat. Comment réconcilier le micro-ciblage avec le fait que Trump a l'air si chaotique et qu'il dit toujours tout est son opposé. En fait, la campagne de Trump a fait quelque chose de différent que celle de Cruz et de Clinton. Ils n'ont pas établi de théorie sur le message qui résonnerait ou qui seraient accueillis dans tel ou tel public. Ils ont essayé toutes sortes de messages différents et sont adressés à différents publics pour voir quels sont les messages qui étaient efficaces avant de les amplifier en quelque sorte à travers le monde, à travers la nation, ou les différents États. Et ça, c'était très différent de la campagne Cruz. Là, on faisait des théories pour chaque petite circonscription pour savoir quel était le meilleur message à faire passer. Donc, ce que je trouve intéressant, votre apport au débat est de trouver un récit autour de l'élection qui vient de s'écouler et quels étaient les moyens de Trump et ce qu'il a... vous essayez de résumer quelque chose que la machine électorale a dévoilé en direct pendant les élections. Mais c'est différent. Oui, mais là revient ma question. Si Cambridge Analytica peut gagner n'importe quelle campagne par, le candidat n'a aucune importance, par ce micro-ciblage, alors là, c'était Donald Trump qui était là, il n'y avait pas de Cambridge Analytica, il n'y avait pas de... S'il était tout seul, je pense que, bien sûr, le micro-ciblage joue un rôle. Et je pense que la façon dont les consultants politiques voient la démocratie est importante, mais ce n'est pas seulement la seule façon de comprendre ce qui se passe. On a une expérience de la vie quotidienne. Tout le monde est différent dans ce public, mais je vois des centaines de nouvelles
mais je ne suis jamais convaincue. Et je ne vais jamais acheter au quotidien ces objets. L'idée que les gens agissent comme des zombies, qui voient une publicité sur une arme et changent d'opinion, et disent, voilà, Trump serait beaucoup mieux, parce que moi j'aurai mon arme, et tout à coup, ils commencent à voter ils sont convaincus de voter pour Trump, comme s'ils sont convaincus d'acheter une nouvelle paire de... Non, on n'a pas que des zombies idiots qui répondent à des algorithmes. Il y a bien pire. Il y a des choses pires que Cambridge Analytica fait. Je ne vois pas les choses se produire au quotidien. Peut-être qu'on est submergé par les publicités, mais les gens ne sont pas des idiots. Et ils ne savaient jamais avant où ils étaient. Ils avaient Trump d'un côté, Clinton de l'autre. Peut-être que Trump est le plus cosmopolite, mais il attaque les droits des réfugiés. Mais si vous regardez Fox News et CNN, beaucoup d'Américains le font, ils savent tous où se positionnent ces candidats sur toutes les questions. Mais la plupart des Américains reçoivent leurs nouvelles de CNN, Fox News et MSNBC. Mais il y a un élément qui me manque et qui était différent des campagnes précédentes. C'est ce qu'ils amélioraient certaines choses. Ils optimisaient, par exemple, le nombre de votes récoltés. Mais comme n'importe quel spécialiste de marketing, ils l'ont fait ça du côté Trump, mais pas du côté pour les likes, les commentaires. C'est des choses très basiques sur la plateforme qu'ils collectaient. C'était les signaux sur lesquels la plateforme va décider ce que les gens vont faire et ce qui permettra de supposer ce que les gens vont faire. Donc, ce sont les signaux que la campagne de Trump a essayé d'optimiser. Mais c'est vrai, les plateformes étaient utilisées comme elles étaient supposées utiliser. Et la campagne de Clinton n'a pas utilisé. Donc, ils ont utilisé les plateformes Facebook de façon totalement différente entre les deux campagnes. Je voudrais quand même ça va toucher à sa fin. Il est déjà 23h30 tout juste passé. Je voudrais juste qu'on prenne une dernière question, courte, de préférence, avec une réponse que j'espère assez courte aussi. Alors, le micro est ici. J'ai pensé en écoutant le débat et en voyant le film à quelque chose qui peut paraître complètement décalé, mais c'est le télégraphe. Le télégraphe, il y a une métaphore qui dit le fil qui chante. Je me suis demandé si Internet, c'était le réseau qui enchante, mais alors quel est l'enchantement ? Parce que cet enchantement à travers le modèle démocratique, évidemment, qu'il nous séduit, et j'espère qu'il va nous séduire encore longuement. Par contre, dans le film, il y a un petit détail qui m'a frappé, dont nous n'avons pas parlé. C'est dans le mythe du millionnaire, auquel nous rêvons peut-être chacun, celui qui se trouve ici dit « je ne parle qu'1 heure par mois ». Je ne sais pas si vous l'avez aussi noté. Est-ce que c'est ça le mythe du millionnaire qui reste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parole, donc il n'y a plus de démocratie? Voilà. Est-ce que ça appelle une réponse ou est-ce que ça je ne suis pas certain que ça appelle une réponse, mais je vous remercie de votre remarque. Je crois qu'effectivement, ce personnage incarne par beaucoup d'aspects ce qui nous fait peur. Parce qu'en plus, il ne s'exprime même pas. Il est très puissant, personne n'en a entendu parler, et pourtant, il ne s'exprime jamais. Et pourtant, il a une influence, il a une action. Mais effectivement, je trouve que cette analogie que vous avez détectée et qui était involontaire de ma part est parfaite, et je me permettrai de la réutiliser dans de prochaines conférences. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà très tard. Merci beaucoup à tous. Et bonne continuation de ce festival au programme extrêmement riche. Merci. Bye. Oh.